Bienvenue à l'épisode 1 de la série Autonome et on commence ça en force aujourd'hui avec Guillaume Dulude qui est un être humain fascinant. Guillaume Dulude, docteur en neuropsychologie, coach, auteur, conférencier, un grand aventurier et c'est une personne qui a eu une grande influence dans ma vie. Il y a environ 6 ans, j'ai entamé une démarche avec Guillaume qui agit comme coach et thérapeute et disons que ça brassait pas mal. C'est d'ailleurs de ça dont on parle dans ce premier épisode. Voici la première partie de mon entretien avec Guillaume Dulude. Fait que toi, t'as-tu comme un bonjour la gang ou je sais pas comment c'est quoi. Non, C'est c'est pas quelque l'intro. part que je te. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans la tête, là, tu sais. Non, mais c'était ça l'intro, on vient de la faire. Ah, Allô la gang! c'était ça, on l'a fait, OK. OK. Je suis vraiment content que tu sois là, Guillaume. Vraiment, Je sais pas pourquoi j'étais full stressé de t'inviter à faire cet enregistrement-là. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Ouais. Je pense que ça représente l'importance que tu as dans ma vie. Ben, ça me touche. Ça me touche. Je suis super content d'être là aussi. Vraiment content. Puis récemment, je réfléchissais et je repensais à tous les événements qui m'ont mené ici. Je pense que ça fait 6 ans à peu près qu'on a commencé un travail de coaching, de thérapie ensemble. Mm-hmm. On s'est rencontrés, on faisait de l'impro, tu t'en souviens, avec Stéphane Maillet. Ouais. Et quand on a fait quelques ateliers d'impro, puis éventuellement, tu as commencé à me parler de ton école de psychom, du documentaire que tu préparais à l'époque, tu préparais Cannibal. Ouais. Et là, tranquillement, je me suis intéressé, tu as piqué ma curiosité et j'ai fait mes premiers ateliers psychom. Ouais. Non, Ouais, puis à force de faire... Comment tu dis? Ça a commencé comme ça, là. Ça s'est fait un petit peu progressivement, naturellement, en se parlant, parce qu'on ne s'est pas rencontrés dans ce but-là. Fait que ça va faire le lien entre certains éléments que tu vas aborder. C'est comme comment on commence des choses, un processus. Des fois, c'est plus le processus qui te pogne. Ouais. c'est pas toujours une ligne droite. Là. Moi, je m'en vais me développer, puis je m'en vais par là. Des fois, ça peut prendre cette forme-là, puis des fois, ça prend une forme comme tu te laisses frapper, toucher par quelque chose, puis là, ça éveille des choses progressivement, tu sais. Fait que ça s'appelle la vie. Des fois, on contrôle moins les événements qui se passent. Par contre, il y a des gens qui sont plus talentueux que d'autres de se mettre dans des situations où ils vont être exposés à des choses. Fait que ça, c'est vrai, ça. Fait que ça fait partie de certaines stratégies de dire, là, je vais vivre quelque chose et je ne sais pas encore quoi, mais je vais me donner la chance de m'exposer à des choses qui potentiellement sont puissantes, potentiellement sont déstabilisantes, puis là, il va y avoir des choix à faire. Tu sais? Fait que souvent, il faut que tu cours après le trouble un peu. Mais c'est exactement ça qui s'est passé parce que au début, on avait du fun ensemble, on faisait de l'improvisation, puis il y avait une bonne connexion entre nous deux, puis éventuellement, tu m'as parlé très subtilement, je pense que tu as lancé quelques lignes à propos de Psychom, puis ça m'a donné envie d'en savoir plus. C'est vraiment, tu parlais, puis j'ai fait atelier Psychom. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait des affaires que je voulais apprendre, mais que je ne savais pas qu'ils existaient. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui. Là, c'est comme ça que ce processus-là s'est engendré. Là, au fil des formations psychom que j'ai fait, on dirait que ça a fait un effet miroir. Et là, il y a eu un besoin, un désir assez profond qui a surgi d'aller creuser un peu et d'aller comprendre comment moi j'étais fait plus spécifiquement. Je ne sais pas si tu te souviens, moi je m'en souviens là, de certaines conversations téléphoniques, je m'en souviens. On s'était parlé de psychom puis des ateliers de communication. Puis là, toi, ben, tu es en communication, tu aimes ça faire des interviews, ça fait partie de ta job. Fait que je me suis dit, hey, j'aimerais ça, moi, apprendre là, des techniques de communication, mais ça n'avait rien à voir avec la notion de développement personnel. C'était, j'ai besoin de ces skills-là, puis ma job. Fait que ça fait tout ça. Tu sais, fait que je me souviens, puis ça montre, c'est comme les points de départ de qu'est-ce qui nous donne le goût d'avancer pour moi, là. Parce que on ne peut pas savoir nécessairement où est le point de départ. Mais le point de départ, d'après moi, puis un peu comme c'était le cas pour toi, ça part d'une curiosité, tu sais, ça part d'un petit spark
qui éveille quelque chose, mais le lien clair avec le développement, c'est pas nécessairement clair, mais ça part avec une opportunité d'aller plus loin dans quelque chose, puis qu'on sent que je serais ouvert à en apprendre plus dans cette voie-là. Fait que, tu sais, ça avait commencé comme ça. Puis, je me souviens que tu avais fait le Psychom 1. Puis là, ça avait shaké un peu. Puis là, je me souviens exactement la phrase que tu as dit, que tu étais venu initialement pour apprendre des habiletés de communication pour ta job, mais que finalement, ça n'avait même pas rapport avec ça. Là. Tu sais, c'est pas. Je me souviens, ta phrase, c'était « c'est juste pas ça ». C'est juste pas ça. Dans le sens que pour toi, c'était comme tu pensais venir pour une raison, puis là, tu en es ressorti comme quasiment pour en récoltant d'autres choses. Puis on en avait parlé, je dis, ben, tu sais, quand tu interviewes quelqu'un, puis tu avais fait « ouais, mais on s'en fout de ça, là. C'est pas ça, c'est juste pas ça ». Je me souviens de ça, là, il y a comme une prise de conscience qui s'était, je m'en souviens encore, là, exactement les mots, tout ça, là. Fait que, tu vois, je m'en étais pas reparlé, je m'en étais pas rappelé, là, depuis là, c'est notre conversation qui me fait revenir sur comment c'était parti, puis ça avait changé quelque chose, là, en fait, sur qu'est-ce qu'il y a potentiellement à découvrir. Pour moi, si j'avais à résumer ça fait OK, ça veut dire qu'il y a des réponses à des choses. Ça, pour moi, c'est un point de départ qui est vraiment important. Parce qu'une personne qui a la curiosité, puis que développer la curiosité même de l'inconnu, parce qu'il se dit peut-être que l'inconnu a des choses beaucoup plus belles que ce que je pensais. Parce que ça, c'est un problème qu'on a. C'est que l'inconnu est toujours corrélé à de la peur, corrélé à des blessures, corrélé à de la souffrance. Puis c'est normal parce que l'inconnu, je veux dire, le 3/4 des choses nous font assez mal en général dans la vie. Il y a peu de choses bonnes. Donc, quand on dit l'inconnu, ben, 90% des choses, ça va être de l'enfargeage puis des tapes d'en face. C'est comme l'inconnu, c'est pas corrélé à quelque chose d'excitant. Mais il y a quand même un 10% qui peut être excitant. Fait que là, c'est comme si le fait d'avoir commencé ce travail-là, puis qu'on ait commencé à se connaître, fait que l'inconnu a aussi quelque chose d'assez excitant. Ça change des choses. Ça change le goût de dire « ouais, mais là, je le veux, ce 10%-là d'abord, parce que sachant qu'il existe, puis il y a quelqu'un qui sait des choses par rapport à ça, ben là, ça change complètement mon rapport avec le futur. C'est mon rapport avec l'inconnu. Donc là, on active un système qu'on appelle un système d'intérêt, le système de Behavioral Approach System, qui est une disposition émotionnelle dans le cerveau. Là, le cerveau, même si c'est de l'inconnu, même s'il n'a pas identifié des choses, il y a comme built-in la perception qu'il y a de quoi. Et ça, c'est très fort. Ce de quoi-là, pour moi, c'est exactement la notion qu'on appelle le potentiel. Le potentiel, c'est 100% de l'inconnu, mais c'est un inconnu positif. Donc, avoir déclenché la curiosité, la volonté d'aller vers l'inconnu positif, pour moi, c'est un art, développer ça. Ça, pour moi, je te dirais, là, c'est le facteur numéro 1 qui va garder une personne motivée, qui va permettre à une personne d'être persévérante, de faire face aux choses, puis on va venir mais OK, il y a de quoi découvrir, ça va être de la job, c'est tough, mais pourquoi on s'accrocherait d'abord? C'est parce qu'il y a quelque chose d'étampé qu'il y a de quoi. C'est sûr qu'il y a de quoi. Je suis prêt à passer à toutes sortes de choses maintenant pour avoir ce trésor-là, mais ça passe par la certitude qu'il y a un trésor à quelque part. Et ça, c'est un problème pour la plupart des gens. Les gens veulent arrêter de souffrir, mais ils n'ont pas la notion de trésor. T'es fourré. Fait que, mais on est rendu pas mal là, tu sais, comment c'est présenté, cheminement personnel, thérapie. C'est beaucoup l'arrêt de la souffrance, pas l'accès au potentiel. Fait que ça c'est un facteur important. Ben, c'est ça que j'ai vécu à l'époque. Tu sais, tu as parlé de la première, quand je suis sorti de mon premier atelier Psychom, j'ai fait « ouais, OK, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cerveau. » Puis je pense que c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps. J'étais quand même un adulte en âge assez avancé, j'avais dans la trentaine. Puis moi, je m'étais bâti un système rendu là. J'avais mes croyances, j'avais bâti mon propre système de confiance en moi, d'estime de moi, même s'il manquait des morceaux. Donc moi, j'arrive là en me disant, bon, moi, je me suis rendu jusqu'ici, ça va bien,
Qui va m'apprendre comment fonctionne la vie? Tu sais, c'est un peu ça l'attitude que j'avais dans ce temps-là. Mais au fond de moi, je cherchais des choses très fortes. Je pensais que je les avais trouvées. Je n'étais pas vraiment heureux avec ça. Et là, tout d'un coup, il y a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Et c'est un moment de. C'est comme un moment d'excitation, de peur extrême. C'est vraiment spécial, ce moment-là, où j'ai commencé à explorer ça. C'est un mélange de plein d'affaires. Une chose, je pense que la notion là, qui pourrait généraliser mon état, c'est de l'inconfort. Je suis tombé dans une zone complètement inconfortable, et ça pendant plusieurs années. Mais ce qui a fait que j'ai continué, c'est probablement certains des inconforts les plus élevés que j'ai vécu dans ma vie, mais c'était cette certitude qu'il y avait quelque chose, qu'il y en avait un trésor, puis que j'allais le trouver. Puis j'allais le trouver aussi avec ton aide. C'est ça qui était très rassurant aussi. Tu sais, tu m'as pris par la main, puis moi, j'ai vécu des moments très difficiles, des moments de découragement intense où tu étais là pour me dire, regarde, c'est normal, il se passe ça dans ton cerveau. Tu es dans cette phase-là. Ça va être difficile. Puis tu me donnais jamais des trucs pour alléger l'inconfort, mais tu m'expliquais ce qui se passait. Et ça, pour moi, ça a fait une différence énorme. Et ça fait que j'ai compris aussi à travers ça un peu plus le fonctionnement du cerveau. Ça m'a amené à m'intéresser à ça et à commencer à étudier ça d'un point de vue plus théorique. Donc, mes outils, mes connaissances ont grandi et se sont élargis à partir de ce moment-là, mais il y a eu des moments d'inconfort intenses. Là. Il y a eu des moments où même je te regardais et je me disais, de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais? Puis ça a pris des années avant que je fasse OK, là, je sais qu'est-ce qu'il disait il y a 5 ans, Guillaume. As-tu des exemples de ça pour ma propre curiosité personnelle? Parce que moi, je suis jamais pas 100% conscient là, de ce qu'un client se dit là, puis comment il digère une information. C'est toujours savoureux pour moi. Là, je profite un petit peu de ce moment-là là, pour avoir du fun, moi aussi. Là. Y en a-tu des highlights de What the fuck? Mais il y a eu beaucoup de moments comme ça, Guillaume, dans notre travail. Moi, il y a un élément qui a été assez marquant, c'est la notion du fun. Okay? Parce que toi, tu me challengeais beaucoup par rapport au fun. Parce que moi, j'avais du fun dans la vie. Moi, j'étais mannequin international, j'avais un bar qui roulait, je faisais de la télévision, je faisais de l'argent. Moi, dans la vie, j'avais tout. Ouais. Fait que moi, je roulais, mais j'étais épuisé, là. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis là, tu me challengeais beaucoup sur la notion du fun. Puis je me souviens qu'on a eu beaucoup de rencontres où on parlait de fun. Je disais, j'en ai, moi, du fun dans la vie. Puis il y a un moment où tu m'as regardé, tu m'as dit, fait que toi, tu penses que tu as du fun dans la vie. Et ça, je me souviens de ta face, je me souviens du ton que tu as utilisé. Et là, il y a quelque chose qui a cassé en moi quand tu m'as dit ça. Et cette notion-là de fun, là, à partir de ce moment-là, tu m'as laissé digérer ça et tranquillement, là, ça a fait son chemin. Ça a pris des années avant que je révise ma notion de ce qu'est le fun. Et aujourd'hui, c'est pas du tout la notion que j'avais, disons, il y a 5 ou 6 ans. Donc, voilà un exemple de moment où j'ai été vraiment challengé. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est parce que quand on redécouvre des... Tu sais, dans notre culture, là, dans une société, là, il y a des mots qu'on utilise pour désigner certaines choses. Ça prend des standards sociaux, ça prend des façons de s'exprimer pour qu'on puisse se repérer. Fait qu'on on prend pour acquis des notions, puis on joue avec, puis on fait ce qu'on peut avec. OK? Puis il y a des mots qu'on a comme casés automatiquement que, bon, là, ça, c'est réglé, je sais c'est quoi. Comme fun. OK? Souvent, les choses positives sont très réglées vite. OK? En général. Fait qu'on fait, il n'y en a déjà pas beaucoup de choses positives, on ne va pas rejouer là-dedans en plus. Tu sais, je veux dire, on va comme capitaliser dessus, on n'y est pas avec ça. Fait que le fun, il est comme déjà canné, mais il n'y a pas de définition sur c'est quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le fun? C'est pas clair. Ben, pourtant, il y a plein de choses dans ce qu'on appelle le fun. Il y a plein de mécanismes là-dedans, il y a plein de sensations là-dedans. Puis les mécanismes ne sont pas reliés avec la même fonctionnalité humaine, les mêmes conséquences. Fait que c'est un gros bordel de sensations agréables sur le moment. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fait que, tu sais, on prend beaucoup pour acquis des choses, mais on les prend pour acquis pas parce qu'on veut les prendre pour acquis, juste parce que, ben, s'il n'y a pas de conversation éclairée autour de ça, le cerveau, il prend d'autres choses, il s'en va travailler sur d'autres choses. Fait qu'il ne remet pas en question certaines choses. Fait que
Le fun, oui, c'est important d'en parler sur qu'est-ce que c'est. Il y en a-tu du meilleur que d'autres, le fun? Puis le sens là-dedans, c'est-tu du fun? Le challenge, c'est-tu du fun? Les sensations positives, c'est-tu du fun? Le plaisir, c'est-tu du fun? C'est-tu la même chose, le plaisir puis le fun? Fait que déjà là, tu es comme, oh, wark, OK. Pff, ça, c'est l'affaire jamais. Puis là, c'est comme, on me casse mon jouet numéro un. Tu sais, c'est pas toujours le fun, justement, de se faire casser son fun. Puis, fait que, oui, il y a définitivement des choses déstabilisantes. Puis aussi, chaque personne, comment elle est, où elle est rendue dans la vie, dans quel milieu elle évolue. C'est pas tout le monde qui a le même accès au même genre de sensations. Tu sais, quand on est dans le show business, dépendamment de comment on est fait, au niveau physique, dépendamment des social skills, des habiletés sociales qu'on a, ben, on a accès à différentes sources d'énergie, différents stimulants. Donc, tu sais, puis le monde veut ça, on veut ça. Quand on a accès à tout ça, c'est terrorisant parce qu'on veut pas, on veut posséder ce fun-là de façon permanente, on ne veut pas le laisser aller non plus. Mais si tu le laisses aller pour la bonne cause, pour l'évolution, il te reste quoi entre les mains et rien, ben, le cerveau doit faire quelque chose. Fait que il y a tout le temps, le cerveau, ça y prend une prise à quelque part. Fait que tu ne peux pas laisser aller quelque chose qui goûte bon sans avoir une autre prise. Tu sais, c'est comme de l'escalade. Hein? C'est comme, tu ne vas pas lancer une grosse prise stable avec de la grit, t'accrocher avec sur le dessus d'un ongle, là, comme ça, avec tout ton poids, quand tu vas tomber à terre, ça te prend un équivalent de prise. Fait que là, il faut que tu calcules tes transferts de prise. Fait que ça fait partie des choses qu'on a faites, de dire, OK, pour lâcher une grosse prise de même, ça prend une bonne raison pour aller au sommet, puis ça prend des bonnes prises pour se rendre. Fait que c'est vraiment un calcul, hein? Comme c'est vraiment de l'escalade avancée. Fait que ça, comme tu dis, c'est de conversation en conversation, puis les prises, il faut les faire. Tu sais, je veux dire, c'est comme quand tu fais de l'escalade premier de cordée, là. T'en as pas, là, c'est des murs lisses, puis une demi-craque à quelque part, mais il faut que tu mettes ton ancrage, puis il faut que tu y fasses confiance à ton ancrage, puis tu sais, il y a plein de métaphores comme ça qui semblent assez superficielles, mais c'est pas superficiel, il faut vraiment installer ces prises. Fait que c'est pas comme ça. Non. Non, mais tu l'as dit, c'est exactement ce que j'ai vécu. Moi, j'avais entre les mains, j'avais accès à beaucoup de plaisir, du plaisir instantané. Puis moi, je pensais que c'était ça le but là, dans la vie, c'est que tu veux accéder à un moment où tu as de plus en plus accès à tous ces plaisirs-là. Là, tu as réussi. C'est comme une rockstar un peu. Là. Moi, c'était ça mon modèle. Ouais. Et là, à partir du moment où j'ai réalisé que cet accès-là au plaisir ne me permettait pas de me développer, d'accéder à mon plein potentiel, parce que là, à partir de ce moment-là, je savais que ça existait. J'avais rencontré des gens dans ma vie qui étaient sur des chemins complètement différents. Je voyais dans leurs yeux, je voyais dans leur énergie, ils étaient sur quelque chose de vraiment puissant. Puis c'était pas tout ça sur quoi moi j'étais. Ouais. Donc là, je savais que ça existait. Mais à partir du moment où j'ai laissé aller cette prise-là sur tous les plaisirs auxquels j'avais accès, il y a eu un méchant moment de vide. Là. Puis ce moment de vide-là, si ça n'avais pas été là, je n'aurais pas continué. Je serais retourné là-dedans. Ouais. Je serais retourné dans la consommation en général. C'est comme un état de consommation. Là, tu consommes des événements. Toutes ces affaires-là, puis ça roule. Ça coûte cher, puis c'est énergivore, ça. Donc, le moment où j'ai lâché cette prise-là pour aller tranquillement prendre l'autre, il y a des moments où j'ai trouvé ça très long. J'ai trouvé ça très long, puis une chance que j'avais justement toi comme guide, puis j'avais aussi la connaissance comme guide, parce que là, j'ai tranquillement arrêté d'être paresseux, puis commencé à lire plus, à m'instruire plus de façon autodidacte, puis c'est ça qui a fait que j'ai pu me diriger vers cette autre prise-là. Et ce moment-là, il est très épeurant, je trouve. Très, très épeurant et très exigeant. Puis comme tu dis, c'est que tu laisses aller. Il y a comme une partie de toi qui fait tes dons bien niaiseux. C'est pourquoi tu laisses aller ça. C'est ça le trésor. Tu comprends? Moi, cette phase-là, là, ça a été le moment le plus difficile. Ouais, puis tu vois, une des pires mauvaises nouvelles que tu peux dire à quelqu'un, c'est de dire, hey, juste te dire, ton potentiel, il est gros de même. Je te dis ça de même. Puis la personne, elle vient de découvrir qu'elle n'y a pas accès. Ouais. À ce moment-là. OK? Parce que c'est facile de dire, ben, mon potentiel est là, puis mon niveau de vie est là.
moi, je suis correct. Puis une personne va effectivement se sentir correct. Mais quand une personne, elle sent qu'il y a un petit quelque chose, puis tu dis, ah ouais, ben tu sais que ton feeling, c'est parce que ton potentiel, il est là, c'est la pire mauvaise nouvelle au monde. Parce que c'est comme, ah ben là, je suis fourré, là. Je suis fourré. Parce que je ne peux plus me fermer les yeux là-dessus. Puis là, je viens d'encaisser 25 000 tonnes de responsabilités que je ne suis pas capable de prendre là, puis j'ai aucune stratégie. Et là, tu es dans un étau. Tu es coincé entre toi et toi. Entre la vie qu'il faut que tu laisses et tout ce qu'il faut que tu mettes en place si tu vas courir la chance de développer et atteindre ton potentiel. Donc, le fait d'avoir un haut potentiel, c'est potentiellement un problème parce que ça implique beaucoup de troubles. Fait que souvent, les gens ne veulent pas savoir de quoi sont capables vraiment parce qu'ils se sentent même pas capables d'être à leur propre hauteur. Fait que c'est ça, hein, la ligne entre le chaos et le sens, c'est cette ligne-là de dire, là, je contemple ce que je sens qu'il y a dans moi et je ne veux pas me fermer les yeux là-dessus pour retourner un petit peu là, m'engourdir, mais je veux rester en contact avec ce fil-là pour dire, non, moi, je suis ma route, je suis en contact avec la responsabilité que j'ai envers moi, puis du potentiel que j'ai, puis de faire le travail. Mais là encore là, ça prend un accompagnement pour le faire, ce bon travail-là, parce que le temps peut être long. Puis si l'accompagnement n'est pas là, si le sens dans le travail n'est pas là, ben une personne va revenir à ce qu'elle connaît, comme ce que tu dis. C'est normal, l'humain a besoin de prise. Là. Il ne peut pas être dans le néant comme ça indéfiniment. Un humain, ça y prend de l'orientation tout le temps. Fait que justement, l'accompagnement et l'orientation, c'est très important. Et tu vois, moi, je suis arrivé à un moment où, en fait, tu parlais d'étourdissement, puis de toutes ces choses-là qu'on va rechercher peut-être plus facilement, auxquelles on va avoir accès plus facilement. Pour moi, j'associais le pouvoir à quelque chose de très spectaculaire. Hein? Aujourd'hui, ma vie est beaucoup plus simple qu'elle l'était il y a 5 ans, disons. Au quotidien, ça ne fait pas beaucoup de flamèche, ce que je fais. Il y a beaucoup de choses qui sont très intérieures. C'est pas spectaculaire. Par contre, je me suis jamais senti aussi fort, aussi puissant, aussi capable. Donc, il a fallu que je dissocie ces deux notions-là. Le spectaculaire et le puissant, pour moi, c'est pas deux choses qui vont nécessairement ensemble. Ça peut très bien, je crois l'être. Donc, c'est ça, et ce passage-là entre tout ce qui était bien étourdissant, qui faisait des flamèches avec des pétards puis de la lumière, c'est ça. Ça a été de m'éloigner de ça. Il y a eu des moments plates, hein, je veux l'avouer, des moments où je me suis vraiment ennuyé, je trouvais ça long. Mais encore une fois, tu étais là pour me rappeler que c'était normal. Et aujourd'hui, je regarde en arrière et je ne voudrais jamais retourner là. Hey, tu me paierais bien cher pour retourner là-dedans. Vraiment. Pourquoi tu ne pas retourner là? Mais ça me semble complètement vide, cette période-là de ma vie. Ça me semble vide. C'est des émotions que j'aime pas, premièrement, des émotions que je considère aujourd'hui toxiques un peu. Cette clarté d'esprit que j'ai maintenant quand je me lève tôt le matin, que je fais 45 minutes, 1 heure de méditation, respiration, je sors de là, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, là. Mais pas sur une autre planète, mais je suis sur cette planète-là, mais je flotte, je me sens fort, je me sens flexible. Ouais. Avant, je me levais le matin, c'était lourd, c'était long avant de repartir la machine, j'avais juste le goût d'aller me recoucher. Juste ça, ce feeling-là d'avoir envie de commencer mes journées, de me coucher tôt parce que j'ai hâte de commencer la prochaine, parce que je fais mon entrevue avec Guillaume. Avant, ça n'aurait peut-être pas été suffisant. C'est quel party qu'il y a demain? C'est avec quelle fille que je vais pouvoir me retrouver? C'est plus à ça que je pensais. Ouais. C'était toujours à recommencer. Donc, aujourd'hui, on dirait que des choses qui me paraissaient banales à l'époque, aujourd'hui, me remplissent vraiment, puis me donnent un sentiment vraiment de solidité. Et c'est ça la grande différence, je dirais. Oui, parce que ce que tu mentionnes là, c'est le passage de la dépendance à l'autonomie.
parce que quand on est dépendant, on peut filer beaucoup de sensations fortes. Ce sont des sensations, mais la détresse n'est pas très loin parce qu'aussitôt que le stimulant ou l'élément exogène n'est plus là, tout notre système de motivation dopaminergique s'écroule parce qu'on n'a pas l'autonomie de le fabriquer soi-même. Donc, tout ce qui est renforcement externe, c'est un plaisir, c'est le fun, mais c'est pas une source d'énergie permanente. Puis le sens n'est jamais dans des renforcements externes. Jamais, peu importe que ce soit les filles, la drogue, l'argent, ces affaires. N'importe quoi qui est à l'extérieur, c'est correct, ça fait partie de la vie. On est dans un monde physique. OK? On est dans un monde corporel. OK, ben c'est correct, puis c'est correct d'avoir du plaisir, puis mais il faut que les ressources internes soient capables de faire face à la masse de plaisir qu'il y a à l'extérieur de toi. Fait que plus une personne veut profiter sainement de drogue ou de renforcement externe, moi, je dirais, j'ai même pas de problème avec ça. Mais c'est un ratio de est-ce que tes renforcements internes sont plus forts, sont capables de préserver ton indépendance versus les stimulants à l'extérieur. C'est vraiment une question de ratio. Fait que c'est pas une question de pureté. Hein. Souvent, là, l'espèce de développement personnel, il y a une espèce d'illusion de zen là-dedans, là, une espèce de bulle de zénitude et un corps sain dans un esprit sain, une espèce d'affaire de je suis complètement contre ça parce que c'est une autre forme de dépendance. C'est une forme de dépendance qui est déguisée. C'est le look de croissance personnelle. La vraie vie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est de la gestion d'énergie pure et dure. C'est un calcul. C'est une équation comptable d'énergie. T'es in puis t'es out. C'est tout. Puis comme un budget, il faut que tu rentres dans ton budget. C'est tout. C'est comme dire, ah, moi, j'ai pas de carte de crédit. Ben, c'est quoi le rapport? C'est comme tu es meilleur que d'autres parce que tu n'as pas de carte de crédit. Ah, moi, je ne mets rien sur ma carte de crédit. OK, puis tu es fier de quoi là-dedans? C'est quoi le projet? C'est un outil de travail. Sais-tu comment utiliser ça? C'est comme, tu sais, le monde, il banalise des choses pour justement répondre à l'incertitude et la responsabilité de connaître comment l'énergie fonctionne. Le fait de vouloir être, par exemple, minimaliste, ne sois pas fier de dire, moi, je suis minimaliste. Ne sois pas fier de dire ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que toi, tu t'es dit, moi, je vais me coller l'étiquette minimaliste et moi, je suis exclu du système capitaliste, puis moi, je suis meilleur que d'autres parce que moi, je n'ai pas besoin de ça. Non. Tu as peur de ça. Tu n'as aucune foutre idée comment gérer ça. Fait que tu te colles une étiquette qui est plus belle que d'autres pour préserver ta peur à toi. Ce n'est pas du tout comment on développe le potentiel, du tout. Donc, c'est comme on est dans un monde qui est complexe, il y a plein de responsabilités, c'est super dur, puis il faut, à la mesure du possible, apprendre à jouer avec ça et tout le temps rester sur le fil du sens de ta vie. C'est ça la solution. Puis ce n'est pas une solution qui est simple, mais se coller des méthodes ou des étiquettes faciles de zen ou de croissance personnelle, ça ne fonctionne pas. C'est une autre forme de dépendance. Donc, on est à l'antipode de ce qu'il faut faire non plus. Fait que toutes les solutions sont bonnes, mais c'est comme là, tu bon, ben oui, ça peut. Je veux dire, c'est comme les finances. Je veux dire, c'est une ressource. Là. Ça dépend qu'est-ce que tu fais avec. Ton cerveau, il fait quoi avec ça? As-tu la conscience pour gérer ça? Tu sais, c'est comme la même chose pour la drogue. C'est la même chose pour un verre de vin. C'est comme, ben oui, tu as le droit de prendre un verre de vin. Tu veux prendre la drogue? Ben tu peux. Mais comprends l'impact de cette drogue-là sur ton fonctionnement et garde le cap. Donc, tout est une question de pilotage à un moment donné. Il n'y a rien qui va se piloter tout seul. Tu as beau t'acheter une Ferrari, elle ne se pilotera pas tout seul. Tu as un potentiel entre les mains, c'est tout. Le reste, tu t'éduques pour conduire une Ferrari à cette vitesse-là. Si tu ne veux pas conduire, achète-toi une auto-tamponneuse. Tu n'auras jamais de trouble. Tu ne vivras rien. Tu ne vivras rien. Puis tu peux dire, moi, en tout cas, je me passe de Ferrari. Fait que moi, j'ai une auto-tamponneuse. Mais il n'y a rien à être fier de ça. C'est pas du tout. C'est pas du tout ça. Donc, il n'y a pas de shortcut possible. Il n'y en a pas. Puis ça, là, c'est vraiment dur à résister pour les humains, les espèces d'évitements non conscients, les espèces de rap, d'histoires
pour se préserver notre ego, pour se donner un feeling de zénitude. Dans le fond, tout ça, c'est de la protection. Mais c'est une protection qui est proportionnelle au fait qu'on n'a pas les outils pour avancer non plus. Fait que non plus, on ne peut pas en vouloir à ces courants-là de gens qui sont tannés de souffrir puis se demandent juste comment je fais pour arrêter de souffrir. Bien, je vais minimiser mes besoins au minimum puis je vais essayer de tout neutraliser. OK, mais la société ne fonctionne pas comme ça. L'ordinateur par lequel on transige présentement, c'est à cause de d'autres personnes dans l'histoire qui ont fait. Comment on va faire pour optimiser quelque chose? Quelle responsabilité je vais prendre? Tout ce qu'on a, là, tout le plaisir et toute la technologie, tous les bienfaits dont on bénéficie en ce moment, c'est à cause de personnes qui ont pris leurs responsabilités et qui n'ont pas dit ben moi, en tout cas, je suis zen, fait que moi, je m'isole de tout. Fait que non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tu contribues. Tu mets la main à la pâte, puis ça commence avec toi, puis après ça, il va falloir que tu contribues à la société. C'est ça, un humain. C'est pas moi, je m'occupe de mon bonheur, puis je suis zen. Ouais, puis c'est quoi ta contribution exactement? Zéro? Ben, tu n'es pas un humain qui est utile. Je suis désolé. Donc, pour être utile à une société, il faut que tu sois utile à toi. Puis après ça, tu peux être utile à une société. C'est ça, un humain. Fait que n'importe qui me parle de pas ça comprend rien à c'est quoi l'humanité. Rien du tout. Puis ça, je suis complètement clair et impitoyable par rapport à ça. Je veux dire, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est du monde qui ont fait ça à coup de défis pendant des années et des années et des années. Fait que toi, tu es en train d'être gros dur avec ça, mais toi, t'es zen avec ton persil chez toi. Es-tu sérieux? Non. Non. C'est une grave inconscience, c'est un grave manque de respect sur tous ceux qui ont travaillé avant toi et tous ceux qui vont travailler après toi. Fait que c'est comme, on est vraiment dans le champ en termes de croissance personnelle. Puis c'est une cause de détresse, ces espèces de fausses philosophies-là. Fait que je suis en total désaccord avec ça. Guillaume, ça me rappelle les séances qu'on avait ensemble. Puis j'avais une conception de ce qu'était la thérapie avant de te rencontrer parce que j'avais essayé, j'en avais fait, puis ça ne marchait jamais. Ouais. Et ça me rappelle que moi aussi, j'avais une conception de ce que c'était. Et quand je t'ai rencontré, on a commencé à avoir nos premières conversations. J'étais, oh boy, on est complètement ailleurs. Puis je pense que c'est ce qui a fait que j'ai persisté dans cette démarche-là. C'est à cause de conversations comme ça. Puis ce que je remarque, et ce que je remarque encore chez toi, c'est que tu n'as pas peur de te mouiller. Il y a une transparence. C'est que oui, il y a de la théorie, il y a toute une connaissance que tu as du cerveau humain et de la thérapie. Il y a ton expérience clinique, mais il y a aussi le fait que tu t'impliques beaucoup. Moi, c'est ça qui m'a marqué dans nos échanges. C'est que tu parles de toi. Aussi, tu parles de tes expériences, mais tes games d'émettre des positions par rapport à l'humain. Puis moi, c'est ça qui m'a vraiment engagé. J'ai fait, OK, moi, je veux suivre ça. Je veux que ce gars-là m'aide dans ma vie. Tu sais. Et ça me semble pas être la norme. Oui, il y a des gens qui vont jouer à ça, ils vont jouer à rentrer dans le monde, mais c'est souvent très mince. Hein? Il n'y a pas vraiment de connaissances ou quelque chose de très solide derrière ça, où on va demander aux gens de nous parler. Moi, je l'ai vécu, là, parle-moi de toi. Puis là, tu parles pendant 1 heure. Puis là, à la fin de l'heure, on dit ben, merci d'être venu. Une pensée négative tire sur l'élastique. Allô? On s'entend-tu? Moi, ça n'a jamais fonctionné, ces affaires-là, pour moi. Donc, tu m'as challengé dans mes pensées, tu m'as challengé dans ma curiosité. Puis ça a soutenu notre démarche. Ça a fait que moi, quand je partais de nos rencontres, et là, j'allais lire, puis là, je repensais à nos affaires. Puis ça m'a aidé à construire cette pensée-là. Ça m'a aidé à carrément modifier la structure de mon cerveau pour soutenir toute cette démarche-là qu'on faisait ensemble. Mm-hmm. Ben, tu nommes un peu où on est rendu dans notre compréhension de l'univers, du sens de la vie, de l'humain. Puis, tu sais, le monde, c'est un endroit qui est très complexe. Il y a tellement d'affaires à connaître. Puis, c'est épeurant, cette complexité-là. Fait que les humains trouvent des zones de travail où ils sont confortables. Ce qui est normal aussi. Tu sais, comment on fait pour réduire l'incertitude? Ben, tu réduis ta zone d'exploration.
Donc, on trouve des bulles de confort, de conversation, puis de système de développement, mais ça ne veut pas dire que cette bulle-là est en lien avec la complexité de la vraie vie. Moi, je ne pense pas que ce soit sain. Je pense qu'il faut adresser un humain dans la vraie vie, tel que c'est, parce que la vie où Dieu ne nous donne pas nous demande pas la permission d'agir. Là. C'est comme la vie, c'est raide. C'est super dur, la vie. Il n'y a rien de si le fun que ça, hein, by the way. Là. C'est pas une belle affaire, là, la vie. Vraiment dur. Puis juste ça, on veut absolument pas entendre ça. Parce que c'est pas le deal qu'on a signé ou qu'on s'est fait promettre à la base, c'est ça va bien aller. Remember? C'est comme qu'est-ce qui va bien aller? C'est l'affaire la plus dure au monde, la vie. Je veux dire, c'est complètement impitoyable. C'est de la souffrance sur une base quotidienne. De quoi tu parles? C'est super dur. Fait en quoi notre éducation fit avec ça? Déjà là, tu viens de me perdre. Je ne comprends pas le lien entre la vraie vie puis ce qu'on se fait rentrer dans la tête pour faire face à ça. Donc, notre équipement n'est pas en lien avec la vraie vie. Donc, on essaie de faire fitter notre vision de la vie en fonction de l'équipement qu'on a et non pas l'inverse. C'est pas quelle est la vision de la vie, la vraie, quel équipement on a besoin. Fait qu'on adapte notre vision de la vie en fonction de l'équipement qu'on se fait donner. Puis après ça, il faut être surpris que le sens de la vie est difficilement accessible, qu'on ne se réalise pas comme on veut, on n'a pas les relations qu'on veut, on sent qu'on s'ennuie, on sent qu'on déprime. Tu sais, la maladie mentale, c'est ça, là. C'est qu'il y a un écart entre ce qu'on veut vivre et ce qu'on sent qui est accessible à nous. Cet écart-là se creuse avec le temps. C'est une question de temps. Il y en a qui tombent au combat plus vite, puis il y en a d'autres qui réussissent à le pousser plus loin. Mais à un moment donné, il y a un écart entre ce que tu veux vivre puis la vie que tu es en train de mener. Bien, l'écart entre les deux, c'est une question d'équipement, c'est une question d'arriver sur la planète Terre, comme tu dis. Puis moi, oui, les connaissances en psychologie, oui, le cerveau, tout ça, OK. Mais encore là, la réponse magique, c'est pas dans le lobe frontal ou dans le lobe psy, puis de la petite séance de neuro. Ça alimente la réflexion, ça donne un rationnel, ça donne de l'orientation, mais tout n'est pas que cerveau là, dans la vie. Le sens, c'est pas un bout de cerveau. Il y a des choses qui sont moins tangibles, moins claires que ça. Et il faut y faire face aussi. C'est comme ça. Donc, il y a des affaires plus tangibles, des affaires moins tangibles. Mais c'est comme... Il faut faire face à tout ça quand même. Donc, je pense que comme intervenant, le plus grand service que tu peux faire à un client, c'est est-ce que toi, comme intervenant, tu es capable de faire face à la vie? Parce que le client, by the way, t'engage pour ça. Il veut faire face à la vie, il ne va pas te le dire comme ça nécessairement. Il veut embarquer dans le monde, là, OK? Est-ce que toi, comme intervenant, t'es-tu dans le monde? T'es-tu sur la même planète où le client veut vivre? Non? Vous n'avez rien à faire ensemble. Oui? Bon, ben là, on travaille. Ça veut dire qu'il faut parler de choses qui sont vraies. Puis chaque discussion, chaque sujet de conversation, il faut un petit peu le maîtriser. Tu sais, tu peux pas... Un client qui te parle d'un enjeu, ça ne peut pas être la première fois que tu parles de ça. Là. Il faut que tu maîtrises le sujet. Il faut que tu saches lire entre les lignes. C'est pour ça que c'est long, là, étudier. Ce n'est pas une question de truc puis d'approche d'un week-end, puis là, je suis rendu coach. Puis c'est vraiment, il faut que tu maîtrises les conversations en bout pour cette maîtrise-là. Tu peux toujours maîtriser plus finement les sujets de conversation puis le fonctionnement humain, mais ça ne s'improvise pas, ça prend du temps, ça prend des études, puis il faut que tu le fasses toi-même. Donc, pas de mensonge. Ma philosophie, c'est on ment pas. On dit les vraies choses parce que la vie va nous le dire les vraies choses. La vie n'a aucune pitié. Il y en a zéro, là, on est un grain de sable dans l'univers. Donc, si tu veux survivre, ben soit tu embarques dans le vrai monde ou soit tu débarques. Mais voilà. Mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui regardent notre conversation en ce moment qui peuvent peut-être te trouver raide dans tes propos. Et moi, j'ai été trouvé raide à certains moments entre nous. Par contre, tu viens de le dire, tu montres l'exemple beaucoup dans toi, dans ta vie. Parce que si j'observe ta vie, tout ce que tu fais, tes aventures autour du monde à travers Tribal, entre autres, les conférences, tu pousses ton propre potentiel. Donc, et tu partageais ça avec moi. Donc, je te trouvais raide, mais j'avais l'impression que tu me montrais aussi l'exemple. Ça venait
ça venait faire en sorte que j'avais pas juste l'impression de manger des coups de pelle d'en face. Oui. Ben, c'est un bon point. C'est qu'il faut, à un moment donné, avoir ce qu'on appelle de la crédibilité. La crédibilité, ça ne vient pas juste de diplôme. Ça vient avec l'exemple que tu es comme personne. Tu ne peux pas, que ce soit en coaching ou peu importe le type d'approche, tu ne peux pas te servir de ton client pour te valoriser. Jamais. Ça, ce que je viens de dire là, jamais on parle de ça. Jamais. Parce que là, moi, j'ai des études, parce que moi, j'ai mon petit standing, puis là, toi, tu me consultes, il y a une hiérarchie qui se crée. Fait que là, c'est une zone de confort, là. Moi, j'ai le droit de dire des choses sages. J'ai le droit de faire des interventions. C'est comme, quel bullshit abominable. De quoi tu parles? Tu es au-dessus de quoi, toi, comme intervenant? Rien. Tu es au-dessus de Dieu? Tu es au-dessus de la vie elle-même? Non. On fait tous les deux face à des challenges. Moi, comme personne, comme Guillaume, je fais face à mes challenges à tous les jours. Puis la vie n'est pas plus fine avec moi qu'avec un autre. Dieu m'aime pas plus moi qu'un autre. Je fais mon gros best. Puis ça commence avec cette humilité-là. Donc, quand tu es en intervention avec quelqu'un, tu dois être ton propre client avant tout. Puis après ça, tu peux aider les autres. T'essayes pas d'aider les autres pour te valoriser toi. Et ça, c'est très important dans le rapport de confiance. Est-ce que tu utilises tes clients pour te sécuriser puis te donner un sens? Oui. Alors, c'est une perversion. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es ton propre client et quand tu fonctionnes suffisamment bien, là, peut-être, tu peux te permettre de donner des conseils aux autres, non l'inverse. Donc, en quoi, toi, ta vie est représentative de ce que tu enseignes? Ça devrait être la première responsabilité. Puis si tu sens que oui, effectivement, tu appliques et tu vis ce que tu enseignes toi-même, là, tu peux peut-être faire payer une autre personne pour une consultation. OK, peut-être, mais un peu d'humilité, une chose à la fois. Donc, on prend sa vie en main en premier, puis après ça, ben là, on peut commencer à aider d'autres personnes et non l'inverse. Donc, déjà là, je viens de perdre 95% des intervenants parce que c'est comme on travaille plus sur le client que sur soi. Et ça, c'est un manque de respect total. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Guillaume, j'aimerais ça qu'en deuxième partie de cet entretien-là, on parle de stratégie, on parle de comment aborder une démarche de développement personnel. Parce qu'on parle souvent des bienfaits d'une démarche de développement personnel, de ce que ça va nous apporter ou ça va nous amener dans la vie. Mais je trouve qu'on parle rarement de comment aborder ça. Quand est-ce qu'on sait qu'on est mûr pour ça? Et quand on est mûr pour ça, comment on choisit la personne avec qui on va travailler, notre thérapeute? Est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a des pièges qu'il faut éviter? Donc, en deuxième partie, c'est de ça dont j'aimerais dont on parle. On va aller là. Parfait. All right. J'espère que vous avez apprécié la première partie de mon entretien avec Guillaume Dulude et la semaine prochaine, on continue, on va approfondir à ce sujet et on va parler de stratégies à adopter quand on veut amorcer une démarche de développement personnel. Là, je vous avertis, âme sensible s'abstenir. Guillaume Dulude a parfois des opinions très fortes et il n'a pas peur de les exprimer. Ses positions vont souvent à contre-courant du discours ambiant et c'est une des choses que j'adore chez lui. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2 de la série Autonome.